Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le plateau des Entretiens, votre magazine sociopolitique. Aujourd'hui, nous parlons d'Étienne Tshisekedi, fondateur, un de 13 parlementaires, fondateur de l'UDPS, président de l'UDPS, aujourd'hui UDPS Tshisekedi. Nous avons un invité, il s'agit de M. Albert Moleka. M. Albert Moleka qui était porte-parole et directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi. M. Albert Moleka, bonsoir. Bonsoir Philippe. Le 1er février 2017, 1er février 2022, 5 ans déjà depuis la disparition de celui qu'on a surnommé par la presse congolaise le Sphinx de Limete. Quel est votre sentiment? Vous savez, chaque 1er février, bien sûr, on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée d'abord pieuse pour l'âme d'Étienne Tshisekedi. Et bien sûr, c'est toujours l'occasion aussi de se rappeler certains souvenirs et certaines leçons de vie et leçons politiques qu'on a pu recevoir en évoluant auprès de lui, dans son entourage et dans son bureau. Donc c'est toujours un jour particulier, surtout on se remémore un peu la manière dont on a appris la nouvelle, tout ça, et l'émotion du moment, bien sûr. Et je crois qu'il a laissé une trace indélébile dans la vie de tous ceux qui l'ont connu personnellement ou qui ont évolué auprès de lui. Comment avez-vous reçu la nouvelle de sa disparition? En disant, lorsqu'il avait été aéroporté en Belgique, personnellement, nous suivions un peu la manière dont il avait été accueilli à l'hôpital et les soins qu'il recevait, principalement aux soins palliatifs. Et moi, c'est à 17h20 que j'ai reçu l'appel d'une des aides-soignantes de l'hôpital m'annonçant la triste nouvelle. C'était à 17h déjà, Étienne Tshisekedi était déjà parti. Oui. Mais la nouvelle était annoncée vers 20h. Officiellement. Oui, officiellement. C'est-à-dire que tout le monde, je crois, ici, attendait la confirmation de son parti. Oui. Vous vous souviendrez qu'au départ, le parti a nié tout ça. Oui. Puis finalement, vers 19h, 20h, le parti a confirmé la triste nouvelle. Aujourd'hui, nous voyons, je pense que demain déjà, le 1er février, il y aura il y aura des messes d'action de grâce en sa mémoire. Vous, monsieur Moleka, vous prendrez part dans quelle messe? Parce qu'il y a UDPS du peuple, il y a UDPS Tshisekedi, il y a UDPS du Tchibala. Oui, écoutez, je ne vais pas ajouter encore à aux dissensions par rapport à la célébration de sa mémoire. J'ai ma manière tout à fait personnelle, privée, de célébrer cet événement, et c'est ce que je vais faire comme j'ai fait les autres années. Comment vous étiez son directeur de cabinet porte-parole. Qu'est-ce qui a fait que les Sphinx vous recrutent à ses côtés? Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, c'était vraiment entre lui et Dieu, parce que non seulement je ne m'attendais pas à cet appel direct de lui-même, et vous savez, d'abord au départ, lorsque je l'ai eu au téléphone, je crois le 6 octobre, si mes souvenirs sont bons, un lundi. Oui. Puisqu'il m'avait envoyé le vendredi précédent un message à travers Félix, son fils, dans le chef de l'État, pour me remettre son numéro
de Bruxelles et l'appeler. J'avais demandé à Félix s'il savait de quoi il s'agissait. Il a dit non, il a simplement demandé que je te donne son numéro et que tu l'appelles. Et c'est lorsque je l'ai appelé qu'il m'a fait cette demande en disant, pasteur, est-ce que vous pouvez accepter de m'aider et être mon assistant et porte-parole à l'époque. Au départ, je lui ai dit, écoutez, papa, c'est difficile. Et jusqu'à ce moment-là, je l'appelais papa. Oui. Il dit, c'est difficile, je suis très pris avec des problèmes de famille, relancer un peu les affaires de la famille, surtout à l'intérieur du pays. C'est une tâche très, très difficile. Or, ce que vous me demandez, c'est un service à temps plein, parce que je connaissais la situation du parti à l'époque. Vous vous souviendrez le problème avec le groupe de Belchica, etc. Et comme il insistait, j'avais demandé qu'il m'accorde 24 heures de réflexion. Et dès que la conversation était terminée, j'ai prié. Oui. D'ailleurs, j'étais à mon bureau privé avec un membre de sa famille, par coïncidence. Et nous avons prié et immédiatement j'ai eu cette conviction de l'Esprit Saint, si je puis dire, oui. En disant non, c'est moi qui t'envoie pour aider cet homme. Donc le lendemain, quand je l'ai appelé, oui. Il dit voilà, Monsieur le Président, c'est là que j'ai commencé à l'appeler Monsieur le Président. Dieu me dit que c'est lui qui m'envoie pour vous aider, donc comptez sur ma loyauté, mon honnêteté, ma fidélité, parce que vous, en tant qu'homme, je peux refuser, mais je ne peux pas refuser à Dieu. Et vraiment là, je voudrais insister sur une réalité qui est la suivante, c'est que si ça n'avait pas été en quelque sorte, une mission de la part de Dieu, je ne suis pas sûr que je m'en serais sorti vivant. Oui. Avec l'histoire de prestation des serments. Oui, mais vous avez tenu la Bible. Il y a beaucoup d'autres choses. Oui. J'ai tenu la Bible à sa demande. C'est lui qui a demandé si j'avais une Bible, parce que lorsqu'on préparait un peu cette cérémonie quelques minutes avant, je lui avais proposé le scénario où vous tenez le drapeau de la main gauche et vous levez la main de la main droite, comme ça, ou bien vous faites votre fameux signe et on vous tiendra le serment constitutionnel devant les yeux et vous lisez. Et alors il m'a demandé, mais toi, aumônier, tu as une Bible, non? Je dis oui, il y a des Bibles. Il dit, bah non, je préfère mettre la main sur la Bible. Mais d'aucuns qualifier ces gestes comme une comédie. Oui, beaucoup. Vous-même, intérieurement, vous disiez quoi lorsque Étienne Tshisekedi prêtait serment en 2011? Mais tout d'abord, disons, dans les préparatifs, vous vous souviendrez que lui, il tenait à prêter serment au stade des Martyrs. Oui. Et que ce jour-là, donc le 23 décembre 2011, la population a essayé d'envahir le stade des Martyrs. Mais déjà, quelques jours avant, vous vous souviendrez, le pouvoir avait placé même des chars tout autour du stade, et ce jour-là, la répression était très forte. Lors de ces préparatifs, moi j'avais proposé qu'on ait un plan B. Le plan B qui était la prestation de serment donc à la résidence. Mais Étienne Tshisekedi ne voulait pas de plan B. Il dit non, nous irons au stade. Oui. Mais quand même avec certains amis, dont mon frère Eugène Dioumi, que je salue, nous avions quand même préparé ce plan B. Par exemple, Eugène Dioumi, c'est lui qui avait apporté le tapis rouge. Oui. Et donc cette journée, lorsque on a vu que la répression prenait une telle ampleur, c'est au point que un ami journaliste de la BBC à l'époque m'a contacté pour me faire part
de la saisie de ses instruments de travail et que les militaires lui demandaient de les suivre au camp Tchatchi s'il voulait les récupérer. J'ai compris que le pouvoir ne permettrait pas que cette cérémonie ait lieu. Et donc j'ai dit au président Étienne Tshisekedi, Monsieur le Président, ça ne pourra pas marcher. La population fait ce qu'elle peut, mais elle ne pourra pas avoir accès au stade, puisque lorsque le pouvoir commence à saisir les instruments de travail des envoyés spéciaux étrangers, c'est que le pouvoir ne reculera devant rien. Et à ce moment-là, lui me demandera, et ton plan B? Je dis non, le plan B est prêt, on peut être prêt dans 10 minutes. Tu penses? Fais le plan B. Et vous êtes rentré à la maison calmement? Non, c'est-à-dire que, vous savez, tout d'abord, pendant cette cérémonie, c'est une cérémonie qui, pour moi, loin d'être un théâtre ou une comédie, puisque Étienne Tshisekedi avait gagné le vote des électeurs, des Congolais, mais manifestement le pouvoir n'allait pas accepter cette victoire. Et donc pour moi c'était simple, si Étienne Tshisekedi n'avait pas gagné, je n'aurais jamais participé à ça, ça aurait été une mascarade. Si je l'ai fait, c'est non seulement par conviction partisane, mais parce que les faits étaient là. Nous avons suivi les résultats à travers le territoire et il n'y avait aucune discussion concernant la victoire d'Étienne Tshisekedi dans les urnes, selon la vérité des urnes. Mais bien sûr, après cette cérémonie, personnellement, je me disais, bon, lui, on ne va pas l'arrêter, on ne l'arrêtera jamais. Oui. Mais nous, fort probablement, aujourd'hui, on va avoir des sérieux problèmes. Et Dieu a fait qu'on nous avons pu finalement rentrer à la maison calmement. Et je me suis terré quand même 48 heures à la maison. Je ne suis sorti que le dimanche pour rencontrer 3 ambassadeurs. Et puis après, bon, nous n'avions plus accès à la résidence, puisque la résidence surveillée avait été mise en place. Et pendant une semaine, nous n'avions pas accès à la résidence, nous n'avions pas accès au président Étienne Tshisekedi, mais en négociant avec différents responsables de l'appareil sécuritaire du pouvoir, nous avons pu finalement commencer à avoir accès à Étienne Tshisekedi après une semaine. Après une semaine, l'héritage de Étienne Tshisekedi, j'ai eu le temps de lire. Je l'ai résumé en 3 concepts. La résistance, il y a état de droit, il y a aussi le peuple d'abord. La résistance, comme Gandhi et Mandela, on a constaté que Étienne Tshisekedi avait l'habitude de refuser tout. C'est pour cela que Jeune Afrique l'a même surnommé à l'époque, mais sinon, est-ce que... Donc, disons, moi, mon approche est différente lorsque j'essaie d'évaluer un peu cette personnalité ou ce personnage. Pour moi, oui, c'était Monsieur Non lorsque vous n'arriviez pas à le convaincre avec des arguments solides. Donc, il ne changeait pas facilement de position sur les thèmes majeurs. Mais en fait, je crois que ce qui perturbait beaucoup tant une certaine presse ou un certain milieu politique, principalement les Occidentaux, c'est que Étienne Tshisekedi faisait partie de cette génération qui ont combattu pour l'indépendance. Cette génération qui ont connu les dernières années de la colonisation. Il ne faut jamais oublier que la colonisation, c'était un régime politique, administratif, militaire, très dur, oppressif, répressif.
Et cette génération en a tiré non seulement beaucoup de frustration, mais aussi une certaine idée des intérêts des Occidentaux par rapport à leur pays, et savait très bien que ces intérêts n'étaient pas forcément compatibles avec les intérêts du peuple congolais, ce qui fait que très souvent, ils avaient à dire non à ces Occidentaux. Mobutu a souvent dit non. Mobutu a plusieurs fois aussi risqué sa vie en disant non. Et Mobutu a été chassé du pouvoir parce qu'il avait dit non aux Occidentaux concernant le partage des mines ou des concessions minières, principalement du Katanga. Donc c'était un peu le caractère de cette génération. Parce que sinon, ce n'était pas une personne qui était fermée au dialogue ou à l'échange des idées et des arguments. Et lorsque vos arguments étaient clairs et mettaient un peu à mal son propre raisonnement, ben, il pouvait humainement céder et adopter votre point de vue, sans problème. La résistance, je dirais oui, la résistance qui doit être perpétuelle contre toute forme de dictature, contre toute forme d'intolérance, contre toute forme disons, néocolonialisme, puisque dans leur lutte, les pères fondateurs ont très vite compris que le néocolonialisme était à l'œuvre dans notre pays, mais sous une autre forme. Que le colonialisme dans ses techniques d'oppression, dans ses techniques de dictature, tout ça, ne revêt pas nécessairement la peau des hommes politiques blancs ou occidentaux. Mais la lutte pour la libération, la lutte pour arracher ces droits, c'est une lutte perpétuelle de la population. La population ne peut jamais se laisser voler ses droits. Je crois que c'était ça lorsque Étienne Tshisekedi répétait très souvent qu'il faut se prendre en charge, c'est-à-dire n'attendez pas un messie pour dans le peuple, le peuple. Et le peuple d'abord, le slogan du premier congrès du parti de décembre 2010, oui. Englobe un peu tous ces enseignements en quelque sorte de la lutte préconisée par les 54 pères fondateurs. Est-ce que le peuple est d'abord, 3 ans après, l'héritage d'Étienne Tshisekedi, 3 ans, UDPS au pouvoir, est-ce que le peuple est d'abord, vous qui étiez aux côtés d'Étienne Tshisekedi, est-ce que vous sentez le peuple d'abord? Non, le peuple d'abord, c'est un combat, c'est une lutte qui est encore d'actualité. Et ce n'est pas le social. Non, ce n'est pas seulement le social. Ce n'est pas seulement le social. Avant de penser au social, ou de d'abord penser à la liberté, aux droits du peuple, et c'est le peuple qui doit arracher ses droits. Vous savez, la liberté ne s'octroie pas. La liberté s'arrache toujours. La liberté s'arrache toujours. Mais en plus, le peuple d'abord consiste aussi à rappeler, à conscientiser, à toujours bousculer un peu ce peuple pour que lui-même comprenne ses propres responsabilités. Et d'abord, la prise en charge. Oui. Le peuple doit se prendre en charge. Le peuple lui-même doit être conscient qu'on ne lui donnera rien pour rien. Oui. Il n'y a rien de gratuit. Tout ce que vous aurez, vous devrez l'arracher, vous devrez combattre pour ça. Il y aura toujours des discours de la classe politique, tout ça, principalement pendant les périodes électorales. Oui. Mais ce peuple aussi a déjà compris, je crois, par expérience, que bon, on nous fait les promesses, mais une fois au pouvoir, on oublie ces promesses. C'est comme on dit aujourd'hui, UDPS au pouvoir, plusieurs promesses,
les sociales, le peuple ne se retrouve pas. Et quel bilan faites-vous du régime UDPS, Félix Tshisekedi d'aujourd'hui? Vous savez, d'un côté, je me dis, il est trop tôt pour faire un bilan. Laissons au moins le mandat tirer à sa fin, et je dirais l'année prochaine, commençons à tirer des bilans. Mais ça, c'est nous, disons les élites ou les intellectuels qui pouvons parler comme ça. Oui. Parce que je n'ai pas de problème pour avoir mes 3 repas par jour. Je n'ai pas de problème pour circuler. Oui. Je n'ai pas de problème majeur pour entretenir ma famille. Oui. Mais ça, c'est une infime minorité de la population congolaise qui est dans mon cas. Alors, l'immense majorité, les 99,99% de Congolais qui, chaque jour, doivent chercher de quoi manger, chaque jour sont perturbés par les pensées et des pensées existentielles, ceux-là font le bilan chaque jour. Dans le bilan mitigé. Ceux-là font le bilan. Mitigé, on peut dire ça. Comme d'aucuns pensent. Mitigé, non, parce que l'immense majorité, c'est les 99% de ces Congolais. Ce n'est pas les 1% qui comme Albert, négatif. Qui, comme Albert dans le bilan est négatif. Peuvent se débrouiller. Je crois que le bilan est largement inachevé. Inachevé. Je crois que par rapport aux attentes des gens qui pensaient quand même qu'avec un changement de leader au sommet de l'État, l'amélioration de leur situation sociale ou de santé, politique de santé, tout ça serait radical, serait beaucoup plus palpable. Là, la situation n'est pas celle à laquelle on s'attend. Donc, on pense que le chef de l'État est mal entouré avec les diasporas, la plupart. Bon, mal entouré. Parce que vous étiez à l'UDPS plus Kinshasa, RDC. Oui, mais je dirais que moi, je n'ai pas l'habitude de tirer à boulet rouge sur l'entourage d'un chef, parce que cet entourage n'est pas imposé au chef, c'est le chef qui choisit cet entourage. Donc l'entourage d'un chef reflète toujours dans une certaine mesure une grande partie de sa personnalité et de ses aspirations. Donc, lorsque vous tirez à boulet rouge sur l'entourage, vous tirez à boulet rouge sur le chef lui-même. Parce qu'on voit aujourd'hui les combattants, le partisan de l'UDPS, qui, comme vous avez dit, tire sur l'entourage du chef. Parce que les combattants, de nature, les combattants de la 10e rue tirent rarement sur les chefs. Donc c'est indirectement. Est-ce que eux savent que c'est sur le chef? Eux voient plus l'entourage du chef. Bien sûr, c'est normal. Si vous ne voulez pas regarder d'une manière objective les choses, vous devez chercher des palliatifs. Avec aujourd'hui UDPS Kabound est radieux du parti. Malgré que vous n'êtes plus de l'UDPS, mais vous êtes. Je suis de la famille. De la famille politique de Etienne Tshisekedi. De la famille historique. Votre réaction par rapport à ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui? Mais le vin est tiré, il faut le boire. C'est tout ce que je peux dire. Et je ne sais pas si cette radiation prononcée à l'encontre de Jean-Marc Kabound, si c'est vraiment la fin du traitement du dossier Kabound, je doute. Vous doutez? Je pense que ce n'est pas encore la fin. Donc, ce n'est pas encore, malgré l'UDPS a réduit Kabound, il y aura aussi d'autres, la succession de l'événement. Je pense qu'il reste encore, les gens vont chercher encore à traiter la situation de Jean-Marc Kabound en tant que
député élu sur la liste UDPS Tshisekedi. Donc, qu'il démissionne effectivement de son poste de premier vice-président, et puis en tenant compte des différents griefs portés à son encontre par la commission de discipline du parti, bon, il se peut que le parti cherche au niveau de la justice à être rétabli dans ses droits. Là, c'est par rapport à votre expérience lorsque vous étiez... Non seulement par rapport à l'expérience, mais j'ai suivi un peu le déroulement de la cérémonie de samedi dernier, je crois, à la permanence, et le body language des uns et des autres disait beaucoup. Monsieur Albert Moleka, la question il y a des gens qui m'ont demandé de vous poser cette question. Ils m'ont dit, pourquoi M. Albert Moleka ne porte pas les Monieré? De quoi? Ne porte pas les Monieré. Même quand vous étiez porte-parole et directeur du fait Etienne Tshisekedi. Les Monieré, les symboles des doigts. Non, je connais. J'ai longtemps porté le Mouniéré en tant que jeune. Ça fait partie de mon accoutrement. Oui. Mais je n'ai jamais porté le Mouniéré en termes de signe de positionnement politique. Non. D'autant plus que j'estime que le Mouniéré, c'est vraiment l'affaire du Sphinx. Vous voyez, il avait même la tête. Individuellement. Il avait vraiment l'affaire, c'est individuellement. La tête, il avait vraiment la tête pour ça. Ouais. Et vous savez, par ma personnalité, mon caractère, je ne fais jamais de mimétisme. Vous savez, sous la Première République, le maréchal portait à la fin il avait commencé par une toque en laine, imitant la peau de léopard. Bon, tous les ministres, tous les officiels commençaient à porter ça. Puis il a commencé à porter la toque en peau de léopard. Il était seul à porter ça. Mais vous savez, nous, à la maison, j'avais une toque en peau de léopard qui m'arrivait de porter de temps en temps en Europe, pas au Zaïre. Ouais. Mais vous savez, ce n'est pas le mimétisme en quoi ça me changerait de porter Donc, aujourd'hui, si tu es Tshisekedi, il faut porter les Monieré. Ça, c'est vous qui le dites. On le voit. Etienne Tshisekedi n'a jamais dit que ceux qui pas une obligation. Que ceux qui me suivent portent le Mouniéré. Non, c'était pas une obligation. D'ailleurs, lui, il portait très souvent le Mouniéré griffé, la marque Kangol. Oui, Kangol. Mais très peu aujourd'hui portent la marque Kangol. Chacun trouve un Mouniéré quelque part et le met. Mais ce n'est pas le fait de porter le Mouniéré qui fait descendre sur vous l'onction d'Etienne Tshisekedi. Non, l'onction est toujours individuelle, personnelle. Recueillez ce que vous avez pu recueillir de la vie de quelqu'un à travers ses discours, à travers les expériences que vous avez pu vivre avec lui, et puis faites maintenant ce que vous avez à faire. Si pour ça vous voulez porter un Mouniéré, libre à vous. Si pour ça vous voulez vous raser la tête, libre à vous. Monsieur Albert Moleka, merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci de nous avoir suivis. Notre invité, c'est monsieur Albert Moleka, directeur de cabinet honoraire et porte-parole du fait Etienne Tshisekedi. Nous avons parlé d'Etienne Tshisekedi, qui totalise aujourd'hui 5 ans depuis sa disparition. Merci de nous avoir suivis à travers le monde grâce à Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani, RDC Télévision. Au revoir.